je suis Pierre Crescenzo, je suis enseignant-chercheur en informatique et je vais faire une présentation innovante devant vous aujourd'hui. Innovante parce que c'est la première fois depuis que je fais des cours ou des présentations que je vais essayer de la faire assise. Donc, on va voir si je tiens le choc assis pendant ces quelques minutes. Je vais aussi faire innovant parce que je vais essayer d'aller vite, parce qu'on a faim, et parce que ça va me permettre de m'obliger à être un peu dynamique. Donc, je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle la psychologie des data artificielles. J'espère que ça pose plein de questions. Alors, je suis informaticien au sens où ma formation et mes recherches ont porté d'abord sur la métaprogrammation, donc c'est vraiment de l'informatique informatique. Ensuite, j'ai fait de l'ingénierie des modèles, puis de l'ingénierie des besoins pour me rapprocher des utilisateurs parce que je trouvais qu'on était trop informaticiens et pas assez utilisateurs. Et puis, je me suis aperçu qu'on n'était pas encore proche des utilisateurs en faisant de l'ingénierie des besoins des utilisateurs. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui rapproche les utilisateurs de l'informatique? Ce sont les sciences humaines, de mon point de vue. Et donc, c'est pour ça que je suis venu à ça. Et parmi les deux exposés précédents que j'ai beaucoup aimés, il y a quelque chose que j'ai adoré chez Jean Gabriel, c'est que j'ai découvert que j'étais un scientifique de la nature, ce que je ne savais pas. Et donc ça, maintenant, j'adore et je vais m'en prévaloir jusqu'à maintenant. Et quelque chose, par contre, sur lequel j'ai une petite divergence, c'est que je pense que l'informatique et l'intelligence artificielle sont des sciences préhistoriques. Donc, je pense que même si on est optimiste, l'informatique a 200 ans, et je suis très optimiste, même si on est très optimiste, l'intelligence artificielle en a 70, et ça veut dire qu'on est à peine au tout début de l'ère de la préhistoire, on n'est pas encore sorti de l'eau dans ces domaines-là, et je crois qu'il y a encore plein de choses qui vont se caler dans les siècles et les siècles à venir, qu'on est au tout début de quelque chose et pas à la fin de quelque chose. Alors, ça m'oblige donc à revenir sur ce que je peux apporter en tant qu'informaticien au sens social sur le domaine de l'intelligence artificielle et à faire quelque chose que Jean-Gabriel nous a dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire à redéfinir l'intelligence artificielle. Mais vous allez voir que ce n'est pas en contradiction avec ce qu'il a dit, parce que ce n'est pas la discipline intelligence artificielle que je redéfinis. Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est un mot, et moi je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur ce que ça veut dire, même s'il existe une définition générale, je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'elle veut dire. Et on n'est même pas tous d'accord chez les informaticiens qui sont supposés être les porteurs principaux, on va dire, de l'intelligence artificielle. Encore moins quand on vient vers vous pour en parler. Alors, pour essayer d'en trouver une définition qui me convienne, et pas celle de la discipline, vous allez voir, je suis reparti de la définition du Larousse, qui s'exprime en une ligne que vous voyez là, ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et cette définition est extrêmement restrictive. Alors, c'est celle du Larousse, ce n'est pas la définition scientifique, mais elle est extrêmement restrictive parce qu'elle considère qu'en gros, il n'y a que les humains qui sont intelligents. Toutes les autres formes d'intelligence, on les oublie complètement. On ne fait que simuler l'intelligence, mais personne n'a dit que l'intelligence artificielle n'essayait pas de créer des intelligences d'une autre forme, peut-être, et pas simplement de simuler des intelligences. On n'est pas que des simulateurs. Et ensuite, même sur la notion d'intelligence, on a des problèmes avec la définition. Alors, l'intelligence, c'est quelque chose qui n'a jamais été défini proprement, même par des groupes de scientifiques qui ont essayé de le faire. Mais en gros, si on veut beaucoup simplifier, l'intelligence, on la voit soit comme des fonctions mentales qui conceptualisent, qui rationalisent les choses, soit comme une aptitude à s'adapter à un contexte. C'est les deux points de vue de la même chose. Pour artificiel, c'est un peu plus facile. Je dis un peu plus facile parce que je le simplifie. Je dis que c'est produit par l'homme et non par la nature. Alors là, tout de suite, l'homme étant produit par la nature, on pourrait dire que tout ce qui produit est naturel également. Mais bon, c'est pour simplifier notre définition. Et donc, j'arrive à une définition de l'intelligence artificielle qui n'est pas celle de la discipline intelligence artificielle, mais de ce qu'est une intelligence artificielle. Par exemple, ma voiture qui me répond quand je lui parle, je considère que c'est un objet intelligence artificielle et c'est ça que je définis. Donc, je la définis en tant que machine qui est intelligente ou qui a l'air de l'être, et on va dire qui a l'air de l'être, et d'une intelligence qui est proche de celle des humains ou qu'on peut au moins comparer à celle des humains. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est intelligent comme une plante grasse. Même si on sait que l'intelligence végétale existe et qu'elle est définie, etc., ce n'est pas ce qu'on cherche à faire jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, je simplifie beaucoup les choses. En gros, c'est une machine qui essaye de faire des choses ou qui fait des choses qui ressemblent à de l'intelligence humaine. Donc, on est dans ce cadre-là très précis. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on réduit l'intelligence artificielle à ce cadre-là? On en a parlé déjà. L'intelligence artificielle, ça c'est lire.
ça c'est comprendre ce que ça lit. Alors, on pourrait dire non, ça c'est pas comprendre, c'est pas vrai, il n'y a que nous qui comprenons. N'empêche que sur des tests qui sont faits, par exemple, à l'université de Stanford, sur les tests de compréhension de cette université, qui sont considérés comme difficiles par des humains, il y a quelques années, 2 IA ont eu de bien meilleures notes, ont eu de meilleures notes que la moyenne des humains qui ont tenté de répondre à ces tests. Donc, c'est relativement significatif d'une bonne compréhension du texte, parce qu'il faut comprendre des questions pour pouvoir y répondre. Ce n'est pas juste un QCM, hein, ce sont des vraies questions. Donc, il y a une forme de compréhension du texte qui existe actuellement en intelligence artificielle. Si on peut lire et comprendre un texte, de manière limitée, mais tout de même intéressante, ça veut dire qu'on peut le traduire. Là encore, plein de gens diront « mais ce n'est pas vrai, on ne sait pas traduire avec une intelligence artificielle ». J'aimerais bien voir combien de fois ces gens vont sur Google Traduction pour faire leur propre traduction, alors qu'ils disent qu'une intelligence artificielle ne sait pas traduire. En fait, ça sait traduire, et d'ailleurs, ça a traduit des livres déjà, dont certains sont sortis. Je ne dis pas des livres écrits par une intelligence artificielle, je dis des livres traduits par une intelligence artificielle, notamment le livre qui est présenté là, l'apprentissage profond, qui parle de l'apprentissage profond, donc du deep learning d'ailleurs, a été traduit de l'anglais vers le français par une IA en 2018. C'est un livre de 800 pages. Pour être tout à fait honnête, il a été relu après par des humains qui ont corrigé la traduction. Hein. Ça n'a peut-être pas été publié tel que l'intelligence artificielle l'a traduit, parce que ça n'aurait pas été très agréable à lire ni très précis. Donc, il y a une phase de relecture après. Mais quand on édite un livre, on le sait bien, il y a des relecteurs derrière qui nous font réécrire plein de choses qu'on trouvait pourtant très intelligentes au moment où on les a écrites. Et donc, on peut admettre qu'il y a une certaine capacité à traduire les choses qui existe déjà en intelligence artificielle. Vous le savez, l'intelligence artificielle, ça peut reconnaître des choses sur des images. Là, on a 3 chats, 3 chiens. Nous, on sait les reconnaître très vite. Un enfant de 2 ans qui aurait vu quelques chats, quelques chiens, saurait faire la différence de manière intuitive extrêmement vite. Eh bien, une intelligence artificielle, ça peut le faire aussi, la différence. Le défaut, c'est qu'il va falloir lui donner des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'images de chats et de chiens avant qu'elle sache faire la différence. Il va falloir en plus lui dire à chaque fois qu'elle fait des erreurs. La qualité, c'est qu'une fois que c'est fait, elle va pouvoir catégoriser des images de chats et de chiens très très vite et des centaines de milliers d'images, alors que nous, au bout de quelques centaines, on va en avoir marre, on ne va pas aller aussi vite et on va se mettre à faire plus d'erreurs qu'elle n'en fait elle. Donc, il y a des choses qui relèvent d'une forme d'intelligence que l'intelligence artificielle sait déjà faire. On en a vu d'autres tout à l'heure dans le précédent exposé. Ça sait reconnaître des choses sur une image, mais ça sait aussi faire de grosses bêtises. Les 2 images que vous voyez là, avec une intelligence artificielle qui est supposée catégoriser les animaux, donnent des résultats tout à fait différents. La première, notre IA dit que c'est un panda et qu'elle en est sûre à peu près 58%, mais on est content. Et la deuxième, elle dit que c'est un singe et qu'elle en est sûre à 99%. Vous ne voyez aucune différence. C'est simplement qu'on a introduit des différences de quelques points qui sont invisibles à l'œil nu pour un humain, mais qui vont complètement, on va dire, truander l'algorithme de catégorisation et qui vont faire que l'IA va mal catégoriser cette image. Et donc, vous voyez que l'IA est vraiment une intelligence, elle est capable de faire des choses, mais ce n'est pas une intelligence humaine. C'est-à-dire qu'elle ne va pas du tout reconnaître le panda comme nous, on le reconnaît. La meilleure preuve, c'est que 2 choses qui se ressemblent beaucoup, elle considère que c'est très différent. Donc, on a cette intelligence qui se rapproche de ce qui ressemble à un humain, mais qui n'est pas véritablement humaine, et qui sait faire des choses bien mieux que nous, et qui parfois fait des erreurs qu'on ne ferait jamais en tant qu'humain. De la même manière, pourquoi on n'a pas de véhicules autonomes actuellement sur nos routes? C'est parce qu'une intelligence artificielle, ça sait bien mieux qu'un humain reconnaître des panneaux. Sauf que ça fait des erreurs qu'un humain ne ferait jamais. Ces 6 panneaux stop, aucun d'entre nous ne ferait une erreur sur ces panneaux. Et pourtant, les erreurs qui ont été introduites manuellement dans certaines images et qui simulent le fait que quand on est sur la route, l'image n'est pas parfaite, elle est floue, il peut y avoir quelqu'un devant ou un panneau peut être un peu détérioré. 2 de ces images-là, la 4 et la 6, sont considérées par certaines intelligences artificielles qui sont supposées être de très bonne qualité pour reconnaître les panneaux comme des limitations de vitesse et pas comme des stops. Alors évidemment, ça ne donne pas très envie de laisser la
la voiture conduire toute seule quand on sait ce genre de choses sur la qualité actuelle de reconnaissance des panneaux, qui est, je le rappelle, bien supérieure à ce que sait faire un humain en moyenne, mais qui, sur des exemples comme ça, se laisse avoir. Alors, comment ça fonctionne? Il y a plein de sortes d'intelligence artificielle, mais il y en a une dont Jean-Gabriel a parlé tout à l'heure, c'est les systèmes experts. Il vous a parlé du langage Prolog. Et ben là, c'est un peu du Prolog fait en mode français. Pour vous donner une idée de comment ça marche, vous ne savez pas. Le Prolog, en fait, ça se base sur trois choses. Oui, ce sont trois faits. Le jour est clair, la nuit est sombre, il fait soleil. Il n'y a aucune référence. Des règles. Il fait soleil, alors il fait clair. Et puis un moteur qui prend des faits et des règles et qui essaye de déduire une connaissance à partir de ces faits et ces règles. Et notre moteur-là, grâce à ça, va pouvoir déduire de nouvelles connaissances. Donc la machine va apprendre. La machine va apprendre, je vais un peu loin en disant ça. Elle va déduire de connaissances. Et donc, grâce à ce qu'on savait déjà et à certaines règles, on va pouvoir savoir qu'aujourd'hui, il fait jour. Bon, ça ne va pas très loin, hein, mais si on a plein de faits, si on a plein de règles assez complexes, par une simple déduction logique, quand je dis simple, ce n'est pas si simple, hein, il y a des moteurs de rétroaction, etc. Mais par des déductions logiques, on va pouvoir déduire des choses nouvelles et des connaissances nouvelles. Donc, c'est très intéressant. Ce sont les systèmes experts et ce à quoi ils ressemblent. On a d'autres choses en intelligence artificielle, on a les algorithmes génétiques. Alors, les algorithmes génétiques, c'est une autre idée. L'idée, c'est qu'on va définir les objets, les choses de la vie sous forme de gènes. On va mettre des 0, des 1, etc. On va leur donner des gènes. On va les faire se reproduire entre eux. Alors, se reproduire entre eux, c'est simple. On prend la moitié d'un, la moitié de l'autre et on les colle. C'est papa, maman ou ce que vous voulez comme sexe qui se mettent ensemble et qui font un petit. Et on va voir si le petit répond mieux aux problèmes qu'on lui donne que les parents. S'il répond mieux, on va lui permettre de faire plus souvent des petits. S'il répond moins bien, on va lui permettre de faire moins souvent des petits. C'est le mécanisme d'évolution classique. Et puis, de temps en temps, on va échanger un peu aléatoirement un 0 et un 1 pour simuler le problème de mutation qui arrive accidentellement. Et on va comme ça voir si notre évolution nous permet de répondre à des problèmes d'une manière qu'on n'a pas prévue, nous, à l'avance. C'est l'algorithme génétique. Et puis, il y a les réseaux de neurones et l'apprentissage profond, qui est une des dernières avancées des réseaux de neurones, avec, vous voyez, ces réseaux de neurones, des entrées à gauche, une ou plusieurs sorties à droite, des couches qui, dans le deep learning, sont très nombreuses, des neurones qui, dans le deep learning, sont très nombreux. Et chaque petit rond fait une chose extrêmement simpliste. On lui donne deux valeurs, elle en rend une, pas une des deux, elle dit simplement si c'est vrai ou faux, grosso modo. Elle dit simplement oui ou non, en fonction de deux valeurs quelconques. Mais le réseau de neurones est arrangé de telle manière que toutes ces corrélations de deux valeurs, qui ne sont pas des corrélations intuitives qu'on pourrait faire nous-mêmes, vont donner un résultat qui permet notamment la classification des données. Alors, l'IA, c'est de l'informatique et des mathématiques. Alors, ce n'est pas seulement des mathématiques. Alors là, heureusement qu'il n'y a pas trop de mathématiciens dans la salle, parce que sinon, je me ferais des ennemis. Ce n'est pas seulement des mathématiques, l'IA, parce que l'IA, ce n'est pas que formel. Les mathématiques, comme le disait Jean-Gabriel, prétendent, c'est leur but, représenter le réel, le monde, de manière formelle, ou un peu moins formelle, mais toujours structurée. L'informatique, et ça c'est une définition un peu personnelle, c'est les mathématiques plus les SHS. C'est-à-dire, c'est les mathématiques pour tout ce qui est formel, et puis quand on ne sait pas faire formel, on continue à travailler quand même, et on fait de l'informatique. Il y a des choses qu'on sait prouver, il y a des choses qu'on ne sait pas prouver, mais ça marche. Et en informaticien, en tout cas en informaticien non formel, on est d'accord pour continuer à dire que ça marche et à travailler dessus. Donc, c'est les deux, l'intelligence artificielle. C'est aussi du droit, de la psychologie, de la médecine, de la sociologie, de la politique, tous vos domaines, parce que ça a des implications sur ces domaines-là, et ces domaines-là ont des implications sur l'intelligence artificielle. Alors, cela dit, j'ai essayé de faire un panel d'une vision possible de l'intelligence artificielle. Ouais, l'intelligence artificielle, on sait à peu près tous de quoi on parle. Oui, mais moi, je parlais d'être artificiel, je ne parlais pas d'intelligence artificielle. Et donc, il me faut faire un pas supplémentaire dans le raisonnement. Donc, on va passer vers les êtres artificiels.
Alors, qu'est-ce qui sont ces êtres artificiels? Vous l'avez vu, vous le pensez ou pas, mais moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un sujet difficile et qui est souvent sujet à question. Les êtres artificiels, c'est plus que difficile, c'est complexe et c'est discutable. C'est discutable même de dire que ça existe. Certaines personnes à qui je parle d'êtres artificiels me disent « tu inventes un truc, ça n'existe pas, les êtres artificiels ». Alors, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, que ça existe et qu'il n'y a pas moyen de faire sans. Alors, l'être artificiel, qu'est-ce que c'est? Je reviens encore aux définitions. On dit qu'un être, c'est quelque chose qui vit. Déjà, ça part mal pour moi. Et spécialement, c'est un individu d'une espèce animale, une créature. Une autre définition, c'est une personne ou un individu. Vous voyez, une personne. Tout à coup, un être, c'est un humain, là. Ou c'est la nature profonde de quelqu'un. Donc, on est dans l'inconscient, dans ce qu'on est à l'intérieur et plus dans la personne. Ces définitions-là sont les définitions de ce qu'est un être. C'est extrêmement restrictif. Alors d'abord, les animaux ne sont pas les seuls êtres. Je pense que vous en êtes convaincus aussi. On peut admettre qu'une plante est un être. On peut admettre même qu'un rocher est un être. Alors, ce n'est pas un être vivant, mais il existe, il est. Donc, il est un être bête et méchant, mais il est, non pas méchant. Et c'est extrêmement vague, parce qu'il y a d'autres définitions de ce qu'est un être qui, en plus de faire appel au concept du vivant, au concept d'intelligence, au concept de conscience, de morale, de divin, font appel à plein d'autres choses. Donc, il va falloir encore que je place ce que je dis être un être là. Pour moi, un être, pour cette recherche, un être, c'est une création humaine, parce qu'il est artificiel, sous forme d'un individu ou d'un groupe d'individus. Donc, ce n'est pas une création humaine, ce n'est pas un mur, quoi. C'est quelque chose qu'on crée comme étant individuel ou étant un groupement d'individus et qui dispose d'une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'il fait des choses un peu sans nous. Sinon, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas un être artificiel. Donc, si on revient si on réatterrit sur Terre, ça veut dire que c'est une IA et non pas l'IA. C'est un robot, un objet connecté, c'est Google Assistant, c'est Alexa, c'est Siri. On peut admettre que ce sont des êtres artificiels. En tout cas, on peut les concevoir comme tels. Et c'est eux qui sont l'objet de l'étude. Alors, il y a des questions qui vont être discutées. C'est est-ce qu'il faut que l'être artificiel, pour être reconnu en tant que tel, soit vivant ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il soit intelligent ou pas pour être reconnu comme tel? Est-ce qu'il faut qu'il soit conscient ou pas? Là, j'avance vers des choses encore plus difficiles. Mais hormis ces thèmes-là, on ne va pas en aborder d'autres. C'est-à-dire que je sors complètement du champ de la morale, de la religion, de la création. Dans cette étude-là, même si ce sont des choses intéressantes, je reste sur vivant, intelligent, conscient et sur ce genre de domaine. Et ça ne veut pas dire que les champs que j'écarte ne sont pas intéressants. Ça veut dire que si on s'intéresse à tous les champs à la fois, on ne fait rien et qu'il faut bien commencer par quelque chose d'un peu manipulable comme concept pour pouvoir avancer avant d'aller plus loin. Alors, commençons par voir la relation entre un être et l'intelligence. Alors, est-il nécessaire d'être intelligent pour être? De mon point de vue de scientifique binaire, informaticien, la réponse est dans la question. À partir du moment où on est, on est un être. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. C'est pour ça que mon caillou de tout à l'heure, je le considère comme un être. D'accord? C'est la définition la plus existentialiste, matérialiste de ce que peut être un être. Et donc, il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour exister, pour être. Mais ça signifie aussi que tout ce qui est artificiel n'est pas intelligent, loin de là. Le micro qui est là est probablement un être non intelligent. Il ne fait rien, il n'y a peut-être même pas de logiciel à l'intérieur. Donc, il n'y a aucun travail à l'intérieur. Ma cafetière, qui sait me dire, qui sait sonner quand le café est fait, à qui que j'insulte quand il y a de l'eau qui coule à côté de la tasse, ce n'est pas parce que je l'insulte qu'elle est intelligente. Et ce n'est pas parce qu'elle fait des choses simples ou qui peuvent paraître un tout petit peu intelligente qu'elle l'est. Donc, on reste quand même sur des objets qui ont une certaine valeur d'intelligence
vis-à-vis de l'humain. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des êtres artificiels, ça veut dire que nous ne nous intéressent pas. Ensuite, le vivant. Le vivant, alors là, je sors complètement de la définition du Larousse. Dans la définition, on estime qu'il n'est pas nécessaire d'être vivant pour exister. Le Larousse estime qu'un être doit être vivant pour exister. Je considère que c'est très restrictif, et donc je sors de là. Ça ne veut pas dire que les êtres artificiels sont tous non-vivants. Actuellement, oui, c'est le cas, ils sont tous non-vivants. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'en invente pas d'autres qui sont vivants. C'est eux, ces êtres vivants ou non-vivants, qu'on va étudier. J'espère que ça vous pose plein de questions. Les êtres conscients ou pas? Alors là, c'est là qu'on a le plus de problèmes vis-à-vis des êtres artificiels. Entre la notion d'être, la notion de conscience et la notion d'intelligence, il y a un peu un triangle infernal pour dire qui définit l'autre. Il faut exister pour être intelligent. On considère souvent que pour être intelligent, il faut être conscient, donc avoir une certaine perception de ce qu'on est et de ce qu'est le monde autour de soi. Mais on considère aussi en tant qu'humain de base que des choses intelligentes existent alors qu'on sait qu'elles ne sont pas conscientes. Notre GPS fait des choses très intelligentes du point de vue du calcul des routes. On est tous d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de conscience dans un GPS. Donc on voit bien que la notion d'intelligence et de conscience peut quand même être séparée. Actuellement, il est considéré qu'aucun être artificiel n'est réellement conscient du point de vue de ce qu'on appelle la conscience humaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des éléments constitutifs de la conscience dans certains êtres artificiels. Et on va voir lesquels dans la diapo suivante. En effet, si on regarde la définition de conscience, on s'aperçoit que pour être conscient, en gros, il faut avoir deux capacités. Il faut avoir la capacité à avoir une représentation en interne de nous-mêmes, de ce qu'on est nous-mêmes. Donc, avoir un modèle interne de notre propre existence. C'est ce qu'on appelle avoir conscience de soi-même. Bon, je pense que ce n'est pas compliqué. Et il faut avoir la capacité de comprendre ce qui est autre chose que soi-même, le monde. Avoir conscience du contexte, du monde. Et on considère, alors c'est peut-être un petit peu contre-intuitif, que la conscience de soi-même est incluse dans la conscience du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a conscience qu'il existe autre chose que soi-même, c'est forcément qu'on a conscience qu'on existe. Sur ces définitions simples, des tonnes de programmes informatiques possèdent ces deux éléments de la conscience. En effet, un programme informatique possède une conscience du monde qui l'entoure. Il possède des variables qui ont des valeurs, qui représentent quelque chose dans le monde qui l'entoure. Un robot qui va prendre une température quelque part possède une représentation de son contexte avec la variable température. Et donc, avec ses capteurs et avec les objets qui interagissent sur le monde, ce robot a une conscience du monde. Très simplifiée, on est d'accord, mais n'empêche qu'il en a une. Il a un modèle du monde qui l'entoure. Et beaucoup de programmes ont un modèle de ce qu'ils sont également. Alors là, j'en reviens à mes premières amours d'informaticien, la métaprogrammation. La métaprogrammation, ce sont des programmes qui ont une représentation d'eux-mêmes à l'intérieur du programme. C'est-à-dire qu'ils sont capables, pour les meilleurs, de s'automodifier et pour les plus simples, d'avoir une représentation de ce qu'ils sont de manière à travailler sur cette représentation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas rare en informatique. Et donc, des programmes informatiques actuels et depuis longtemps ont une représentation d'eux-mêmes dont ils ont connaissance et qu'ils peuvent manipuler. On a donc deux objets constitutifs de ce qu'on appelle la conscience dans des programmes informatiques qui ne sont pas d'ailleurs forcément les mêmes de ce qu'on appelle les programmes d'intelligence artificielle. Mais en tout cas, ça existe. Donc on voit que le problème de la conscience n'est pas un problème insurmontable pour la notion d'être artificiel. Alors là, je fais des raccourcis monstrueux, hein, parce que je définis la conscience, j'espère qu'il n'y a pas trop de psychologues dans la salle, mais je définis la conscience de manière très très simple, et surtout, je ne la définis pas par rapport à l'inconscient. Et là, on est mal. Si on parle de conscience, souvent, la conscience est définie par rapport à un inconscient, et pas toute seule.
En tout cas, c'est une des définitions souvent utilisées en psychologie. Alors peut-être que d'autres psychologues me diront non, mais quand je discute avec certains psychologues, ils me disent « mais tu ne peux pas définir la conscience sans inconscient ». Mais les informaticiens ne sont pas totalement loin de cette démarche. Parce que depuis quelques années, je ne sais pas si vous les avez vus, des articles d'informatique quantique prétendent de plus en plus que si on n'arrive pas à définir le modèle mental, le modèle de raisonnement d'un humain, c'est parce que nos modèles physiques et chimiques ne sont pas adaptés à cela. Et que le modèle qui est adapté au raisonnement humain, c'est le modèle quantique. Ça ne nous aide pas beaucoup parce que moi, je n'y comprends pas grand-chose dans le modèle quantique. Peut-être que vous en êtes spécialiste, mais certainement pas moi. Mais le fait que des gens qui comprennent ce genre de modèle soient capables de dire il existe dans nos recherches des choses qui s'apparentent plus au mental des humains, à la manière dont ils fonctionnent et au raisonnement auquel ils arrivent en faisant du quantique qu'en faisant du non quantique, c'est une piste de recherche intéressante qui s'est déjà ouverte il y a plusieurs années. Je continue sur la conscience parce que c'est la partie qui, après le vivant et l'intelligence, qu'on peut assez facilement éliminer pour parler d'être, c'est la partie la plus intéressante. Dans la conscience, il y a plein de questions qui se posent pour les êtres humains. Certains psychologues ou spécialistes de conscience, enfin spécialistes de conscience, ou spécialistes de la conscience, estiment qu'il est indiscutable que les animaux ont une conscience. D'autres, quand je leur dis ça, il faut que je cours vite ensuite, parce que pour eux, ce n'est pas le cas. Certains vont même jusqu'à dire que tous les êtres vivants ont potentiellement une conscience. Donc, on va jusqu'aux végétaux et jusqu'aux champignons. Une notion de conscience très différente de l'autre, mais une notion de conscience. Et pour ceux, en tout cas, qui réservent la conscience à l'humain, pour quelque raison que ce soit, il est difficile de poser les questions que je pose pour ce que j'appelle des êtres artificiels. Ça va peut-être choquer, mais je considère que ces questions sont légitimes du point de vue d'une étude exploratoire. Si on considère que ces questions sont légitimes pour un humain, elles sont considérables réellement pour toute chose qui prétend peu à peu ressembler au raisonnement humain. J'ai essayé de me départir de tous les cailloux sur le chemin, puisque c'est mon raisonnement, c'est de trouver tout ce qui peut achoper dans mon raisonnement pour définir les êtres artificiels, et j'ai plus ou moins une définition d'être artificiel qui arrive à écarter tous les écueils concernant l'intelligence, le vivant et la conscience. Oui, mais moi je parle de psychologie des êtres artificiels, donc je fais encore un pas de plus. Et donc j'applique à des choses qui sont de simples objets vaguement réfléchis ou réfléchissants, des notions de psychologie dont certains disent qu'il n'y a que les humains et pas les autres animaux qui peuvent les recevoir. Alors, comment j'en arrive au fait que c'est intéressant et c'est important de le faire? Si on admet, donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop rebutés par le fait que je suis arrivé à l'idée qu'il existe des êtres artificiels, moi, je pars du principe que ça ne se discute pas, ils sont. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein. Ils sont là, ils existent, donc ils sont des êtres. Ils sont dans nos vies de tous les jours et ils sont artificiels, donc ce sont des êtres artificiels. Ils agissent avec nous tous les jours. Je ne parle pas qu'à ma cafetière, j'insulte aussi ma voiture. Et je parle plus intelligemment avec mon Google Assistant. Bon, d'accord, ça ne va pas loin, mais n'empêche qu'on commence à avoir quelques conversations. Donc, ils interagissent avec nous, ils interagissent aussi avec d'autres êtres vivants, avec des animaux, ils interagissent avec des plantes. Il y a déjà des robots qui cultivent des plantes et qui interagissent avec elles. Ils interagissent entre eux. Vous avez peut-être vu l'expérience il y a quelques années où on a mis deux Google machins l'un en face de l'autre, et puis on a lancé un questionnement et ils ont commencé à se répondre. Ça a duré des heures et des heures. Et on s'est aperçu même qu'au bout d'un moment, chose qui n'était pas du tout prévue dans l'expérience, ils se sont mis à se répondre d'une manière en utilisant un phrasé qu'ils comprenaient mutuellement, mais qui n'était plus celui des humains. Ce qui est très bizarre.
parce que ce n'est pas très intelligent, un Google Assistant. Et pourtant, l'expérience a montré qu'en quelque sorte, ils ont inventé un nouveau langage en discutant entre eux. Donc, ils interagissent entre eux. Et s'ils interagissent, le mot interaction, eh ben, c'est une des choses les plus importantes en psychologie. C'est par l'interaction avec son contexte et avec les autres qu'on définit les traits psychologiques, le comportement des personnes, les caractéristiques de chacun, les manières de faire, les traits de caractère, apparents ou intrinsèques. Ce sont des définitions classiques. Et ces définitions sont bien clairement applicables à nos objets. Je n'ai pas dit que nos objets avaient un esprit, je n'ai pas dit qu'ils avaient un psychisme, autant au sens où on l'entend actuellement. Mais ils ont quelques éléments constitutifs d'une psychologie, parce qu'ils ont un comportement, parce qu'on considère que certains robots sont agressifs, soit qu'ils aient été construits comme tels, soit qu'ils soient devenus agressifs par leur apprentissage. Il y a 1 ou 2 ans, un des robots de Microsoft qui a été déclenché sur Twitter a mis simplement quelques heures à devenir un néo-nazi primaire. Il a clairement changé de comportement et est devenu extrêmement désagréable avec les personnes avec qui il interagissait et qui l'ont ressenti comme une agression. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose de trait de caractère là-dedans. Ils ne l'ont pas ressenti comme un programme qui dysfonctionnait, ils l'ont ressenti comme une agression. Ce comportement est perçu, certes, il n'est pas intrinsèque, il n'est pas devenu néo-nazi, le petit programme. En attendant, il avait des propos néo-nazis. Alors, si on admet encore que les êtres artificiels pourraient avoir une psychologie, ben, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ben, ça veut dire qu'on peut étudier les comportements de nos intelligences artificielles, de nos êtres artificiels. Et on le fait en fait déjà depuis longtemps. Il y a des études qui sont peut-être portées d'ailleurs par certains d'entre vous pour voir comment un humain réagit à ce qui se passe sur un écran, aux couleurs, à la manière dont les questions sont posées dans un certain ordre, aux yeux qui se déplacent sur un écran, à l'attention qui est donnée au bout d'un certain temps à quelqu'un qui parle comme moi sans arrêt. Tout ça, ce sont des interactions qui sont étudiées, et qui sont étudiées pas que vis-à-vis des humains, mais aussi vis-à-vis des interfaces homme-machine. Et donc, on admet, moi, je joue souvent contre mon ordinateur, et des fois, j'ai l'impression qu'il le fait exprès. On admet un comportement. Et de là à croire que les comportements ont préenregistré, pré-programmé par ceux qui ont fait le programme, c'est une évidence. Je suis informaticien et je peux vous dire que quand on réalise des programmes, on veut que certains comportements, que nos programmes aient un comportement ou qu'ils aient l'air d'avoir un certain comportement. Et de là encore à ce que certains comportements n'aient pas été prévus par les programmeurs, mais soit en quelque sorte une erreur de programmation, soit une évolution de la programmation interne du programme, il n'y a qu'un pas. Et donc, ces traits de caractère, ces traits de personnalité qu'on va forcément étudier en tant qu'être humain, et pas en tant que chien, chat ou ma plante sur le bureau, peuvent être étudiés et donnent lieu à des questions très intéressantes. Par exemple, quand je veux, en tant qu'informaticien, faire un programme qui soit tolérant, qui soit patient, c'est quoi les techniques que je dois mettre en œuvre? Voilà, je suis informaticien, je veux faire un GPS très patient, qui ne s'énerve jamais, comme les GPS actuels. Est-ce que c'est si simple à faire? Ou est-ce que finalement, quand ça fait la 12e fois qu'il me dit « faites demi-tour immédiatement », je ne me suis pas trompé dans la programmation? Quelles sont les techniques, et là je parle des techniques d'informaticien que je dois mettre en œuvre pour induire un comportement? Quelles sont les méthodes que je dois mettre en œuvre, les algorithmes, les soins que je dois apporter à une IA ou à un robot qui dysfonctionne ou qui ne fait pas exactement ce pourquoi il est prévu? Est-ce que ça veut dire que je dois aller sur le champ du débugage? Est-ce que je dois aller sur le champ de la rétroconception? Est-ce que je dois aller sur le champ du soin? Est-ce que je dois demander à ce robot ou à cette IA quel est son problème? Pourquoi il me répond comme ça? Pourquoi il est agressif alors que je l'avais programmé pour être gentil? Ce sont des questions qui se posent déjà. Et ce sont des questions qui sont d'autant plus importantes que certains de nos robots actuels
ont été conçus pour être agressifs, voire tueurs, mais que d'autres, qui n'ont pas été conçus comme tels, ont déjà appris cette capacité, et ils l'ont déjà appris en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un bug du robot qui a sorti une lame alors qu'il devait sortir une fourchette, c'est qu'il a volontairement, donc quand je dis volontairement, c'est qu'il est allé jusqu'à décider dans son algorithme de sortir une lame à la place d'une fourchette pour répondre à un problème, et donc il est devenu agressif vis-à-vis de l'humain. Alors la suite, si on essaye d'aller dans ce champ-là, c'est évidemment l'inclusion des intelligences artificielles dans nos sociétés. Alors, on le voit toujours vu du problème du droit. Alors, est-ce qu'un robot a des droits, des responsabilités, a des devoirs? Mais le problème n'est pas de se poser la question. Les robots interagissent déjà avec nous. Donc, le jour, et c'est déjà le cas, où il y a des morts, il faut bien savoir qui a le droit et qui n'a pas le droit. Quand le robot est autonome, ce qui est le cas, bon, pour l'instant, c'est le propriétaire du robot qui mange. Mais ça ne va pas pouvoir durer longtemps quand il va y avoir des robots partout. Donc, à partir de quand donne-t-on une responsabilité aux robots? Certains pays l'ont déjà fait. Il existe déjà des robots qui sont assermentés, avec des pouvoirs de police dans certains pays, et donc qui ont le pouvoir de dire si vous avez fait quelque chose de bien ou mal. Des pouvoirs de justice aussi. Il existe certains pays, alors j'avais mis ça au futur, mais ça existe déjà. Dans certains pays, on peut se marier avec une IA ou avec un robot. Ça veut dire qu'on peut hériter de lui. Si on commence à rentrer dans ce genre de jeu, qui n'en est pas vraiment un, il va bien falloir décider si on peut aimer un robot et s'il peut nous aimer, et donc étudier leur psychologie. Enfin, ma dernière diapositive, tout ça, c'est un champ de recherche où on essaye d'avancer sur différents points. Et si j'ai présenté les choses ainsi aujourd'hui, c'est parce que on s'est aperçu que notre problème n'était pas tant de présenter les résultats de nos avancées dans les différents points, que de convaincre que le domaine de recherche avait un sens. Moi, tel que je vous regarde, je ne suis pas convaincu que vous en soyez tous conscients ou convaincus vous-même, mais on est plusieurs, et de moins en moins pas nombreux, j'allais dire, à être convaincus que travailler sur des sujets exploratoires comme celui-ci, c'est aussi faire avancer la recherche, c'est faire avancer la recherche en informatique parce que c'était notre idée de base, et c'est faire avancer la recherche de manière globale avec des interactions indispensables avec les SHS. Et là, c'est notre point faible, parce qu'il faut trouver des personnes qui sont prêtes à être un petit peu perchées avec nous pour trouver des solutions à ces problèmes. Et donc, c'est pour ça que c'est présenté ainsi, un peu sur le ton du j'essaie de vous convaincre que c'est vrai, aujourd'hui, lors de cette journée, en vous montrant qu'il y a des choses à faire et que si certains d'entre vous ont envie d'en faire avec nous, avec moi, ben on est prêt à travailler. Et voilà mon dernier transparent qui dit que moi, je suis convaincu. Hein. Je me parle tout seul, là, je m'écoute parler, mais j'espère que quelques-uns d'entre vous n'ont pas d'inanition et m'ont encore entendu. Merci.